Le 25. L'une des plus grandes marches de solidarité panafricaine de l'histoire contemporaine a eu lieu. En mai 2025, il se tiendra à Accra. Mais qu'est-ce qui a rendu cette marche si efficace? Et pourquoi des milliers de personnes ont-elles crié le nom de Traoré? Vérifions. Le 25, jour du mois. En mai 2025, le soleil se levait lentement sur Accra. Mais d'ici midi, le pouls de la ville avait changé. En plus de l'air humide et électrique, il y avait aussi une attente palpable. Jusqu'à midi, les rues, normalement encombrées de navetteurs et de voitures, étaient vides. Il s'agissait cependant de livreurs, pas de navettures. Ils sont arrivés dans des fourgonnettes surchargées, à pied, à vélo et certains même pieds nus. Ils étaient unis par leur cause, pas par leur statut social ou leurs vêtements. Et pour cette cause, il n'y avait pas de limite. De ce qui a commencé au monument de l'unité africaine est rapidement née une mer de convictions humaines. Ce bâtiment a longtemps été considéré comme cérémoniel et insignifiant. La foule affluait, comme si elle suivait les traces de géants, vers la place Black Star, le célèbre symbole de l'indépendance ghanéenne. Il ne s'agissait pas d'une occasion nationale. Le proteste était totalement absent. Il s'agissait d'une déclaration qui se passait de sponsor, d'autorisation ou de scène. Il se composait de souvenirs, de rythmes, de voix et de corps. Il ne s'agissait pas de tambours officiels. Ils provenaient des communautés locales. Les chants n'étaient pas imprimés, mais en direct. Des panneaux écrits à la main disent « L'Afrique appartient aux Africains. Vos colonies ne sont pas nous. On destin, on continent. » Les visages, marqués par les larmes, la fierté et la concentration, étaient peut-être plus impressionnants que les mots. Les grands-mères flânaient à côté de leurs petits-enfants, les réfugiés à côté des universitaires, les commerçants et les étudiants, les mécaniciens et les artistes se déplaçaient comme s'ils se dirigeaient vers une nouvelle histoire, au lieu d'une place. Les spectateurs étaient surtout surpris par la composition de la foule. L'Afrique s'est présentée elle-même, et il n'y avait pas seulement des Ghanéens, des Nigérians, des Maliens, des Burkinabés, des Soudanais, des Éthiopiens, des Togolais et des Congolais. Les drapeaux ont été échangés, les langues unies, et des inconnus se sont serrés brièvement la main comme des parents qu'on n'avait pas vus depuis longtemps. Certaines personnes possédaient des cartes du continent où il était représenté comme une seule forme sans frontières. La carte sans frontières représentait le mieux l'ambiance de la journée. Bien qu'il n'y ait pas eu d'organisateur central, la coordination était parfaite. Des discours ont été prononcés, mais il n'y a pas eu de prise de pouvoir. Les leaders du mouvement citoyen parlaient, mais personne ne revendiquait le pouvoir. Il semblait que la marche des dirigeants et le message coulaient comme une torche d'un groupe à l'autre sans interruption. Une vieille femme de Guinée, qui observait la scène, a murmuré à un reporter. « Je pensais que je mourrais avant de revoir cela. » Aujourd'hui, cependant, nous agissons comme nos ancêtres le faisaient. Mes prières pour l'Afrique étaient ainsi. Il n'y avait pas de politiciens. C'était ça le problème. Le public a repris possession de la rue en refusant de politiser la situation, ni pour un parti politique, ni pour une autorité, mais pour une cause. Même la police guinéenne, qui est généralement stricte dans le contrôle des foules, s'est mise en retrait. Certains hochaient même la tête respectueusement, sachant que cela ne représentait aucune menace. C'était un appel au réveil. Alors que la marche s'approchait de la place Black Star, la profondeur et le volume augmentaient. Il ne s'agissait pas seulement d'une représentation numérique. Il s'agissait d'un spectacle de mémoire, un rappel que les liens du passé, même s'ils avaient été assouplis, n'avaient jamais été complètement rompus. Et qu'en est-il de cette promenade? Cela indiquait que la laisse était rompue, pas que la liberté était demandée. Seule leur voix était présente chez certains participants. D'autres apportaient des mégaphones, des instruments de musique et même de petits enfants aux yeux grands ouverts, assis sur leurs épaules. Lorsque la place est finalement apparue, elle brillait comme un phare et semblait presque sacrée. Normalement, le monument noir des étoiles était silencieux et stoïque, mais maintenant il se tenait, entouré des gens pour qui il était destiné. Malgré tous les efforts et l'énergie déployés, il flottait néanmoins un étrange sentiment tacite dans l'air. Urgence plutôt que fête. Comme si cette promenade aujourd'hui n'était pas faite pour une seule raison. Il s'agissait de l'étape suivante. Il ne se dirigeait pas simplement vers quelque chose. Et il laissait quelque chose. De la peur, du silence. De la demande de permission.
de la simple idée que l'Afrique devait répondre aux normes des autres. Et ce sentiment d'urgence laissait entrevoir qu'une question grandissait dans chaque cœur. Pourquoi maintenant précisément? Pourquoi cette année précisément? Pour quelle raison cette marche est-elle organisée? Pourquoi ce leader? Comment l'esprit africain a-t-il évolué pour faire exploser ce moment? Non pas en rébellion, mais en reconquête? Nous devons examiner l'homme dont le nom a été entendu sur tout le continent pour y réagir. Tous ont ressenti la présence d'un homme qui n'était pas là, à cause des valeurs pour lesquelles il se bat, pas à cause des choses qu'il contrôle. Si vous souhaitez voir d'autres vidéos sur la culture, l'histoire, la civilisation et l'identité noire, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner à notre chaîne. Maintenant, continuance. Chaque mouvement est propulsé par une étincelle. Cela peut être un événement ou un slogan à différents moments. Dans ce cas, c'était un homme qui a été l'étincelle. Un homme qui n'a ni participé à la marche organisée en son honneur, ni mené campagne, ni demandé de gloire. Il s'agit du capitaine Ibrahim Traoré. Cela se développe également dans toute l'Afrique au-delà d'un simple nom. Il s'agit d'un indice. Mais pourquoi lui en particulier? Depuis des décennies, des dizaines de présidents, de chefs de l'opposition et de diplomates débattent du panafricanisme. Pourquoi pas l'un d'eux? Comment se fait-il qu'un capitaine militaire du Burkina Faso, un pays qui n'est pas connu pour sa domination régionale, soit devenu le centre de la frustration, de l'espoir et de la rébellion sur tout un continent? La solution repose sur deux forces puissantes, rupture et authenticity. Traoré ne devait pas sa renommée à une campagne électorale avec des bailleurs de fonds étrangers et des jingles accrocheurs. C'était le résultat d'un rejet du système que l'Afrique avait accepté en silence pendant trop longtemps. Dans ce système, les gens vivent sous les drones, tandis que les dirigeants résident dans des palais luxueux et que les ressources naturelles du continent disparaissent plus rapidement que les ambulances n'arrivent dans les villes rurales. Un système dans lequel la dignité africaine est subtilement plus valorisée que l'approbation de l'Occident. Ensuite, Traoré est intervenu. Pas de diplôme de Harvard. Il n'y a pas de relations diplomatiques avec la France. Pas de manoir sur la plage. Un jeune officier qui a franchi la frontière et a fait l'histoire. Le rejet des influences extérieures par Traoré n'est pas la seule caractéristique qui le distingue. Cela a déjà été dit. Son unicité vient du fait qu'il l'a mise en œuvre. En quelques mois, il avait expulsé les troupes françaises, pris le contrôle des exportations d'or, rejeté les programmes du FMI, prioriser la production alimentaire locale et commencer à lier l'avenir du Burkina Faso à son peuple et à sa terre, plutôt qu'aux bailleurs de fonds occidentaux. Et il ne l'a pas fait sans aide. C'était sa méthode, qui a été réalisée avec une clarté parfaite. Traoré a déclaré célèbrement que l'isolement de la dépendance n'est pas une punition, mais une liberté, en réponse à la question de savoir si le Burkina Faso avait peur de l'isolement. Cette déclaration a été transmise non seulement à Ouagadougou, mais aussi à Nairobi, Lagos, Bamako et Kinshasa. Et cela résonna comme un tonnerre au soleil d'Accra le 25, Jour, Mahéncourt. Traoré est considéré par de nombreux Africains, en particulier par la jeune génération, comme le premier dirigeant de l'histoire moderne à incarner les idéaux de liberté. Courageux, fidèle à ses principes et directement africain, sans approche bureaucratique ou prudente. Ses discours brisent le désordre et ne suivent pas la chorégraphie diplomatique. Quand il parle, tu entends de la douleur, une vision et du rejet, mais pas de la politique. Une vision de l'Afrique où il n'est pas désavantageux d'être africain. Une douleur face à un passé de pillage et le refus de laisser cette vision être négociée dans des salles de conférences climatisées. Le timing est cependant crucial. Le développement de la carrière de Traoré ne s'est pas produit de manière isolée. L'Afrique est sortie de l'ombre car elle en avait assez. Cela me met en colère que les dirigeants se fassent photographier avec ceux dont les ancêtres leur ont fait du tort. J'en ai assez que leurs ressources profitent aux banques étrangères pendant que les écoles échouent. Tant que de jeunes gens se noient en Méditerranée en quête d'opportunités, en a-t-on assez des discours polis sur l'unité? C'est moment. Quelqu'un l'a attendu. Traoré est entré avec une attitude, pas avec des promesses. Aucune garantie n'a été donnée que l'Afrique serait prospère à l'avenir. Il a promis que le Burkina Faso n'était plus soumis aujourd'hui. Cette distinction doit être prise en compte. De nombreux dirigeants ont promis la richesse. Peu de gens ont choisi la dignité tant qu'ils sont encore entourés de pauvreté. Traoré a cité un cas où il a mis la dignité en premier lieu.
Pas d'excellence, mais du potentiel. Et les gens affluèrent dans les rues d'Accra à cause de cette opportunité. Sa décision de rester seul au Burkina Faso a inspiré d'autres à faire de même au-delà des frontières nationales, bien qu'il ne soit pas physiquement présent. Ce n'est pas que Traoré sauve la mise. Il n'y a pas eu de chant en son honneur pendant la marche. Comme un point d'ancrage, il appelait son nom. Un rappel visuel que l'on peut défier le monde et rester fort. Et maintenant, ce point de référence commun réalise ce qu'aucun sommet ou décision de l'UA n'a pu accomplir. Cela réduit le fossé émotionnel entre les gens. Pourquoi le Ghana? Pourquoi Accra était-elle précisément le centre de cette épidémie continentale? Pour y répondre, nous devons revenir à Kwame Nkrumah, dont le nom a été murmuré pendant la marche, bien qu'il ne figura pas sur les pancartes. Le 25, jour du mois, des milliers de personnes ont défilé à Accra en mai 2025, mais ils n'avaient pas seulement une place comme destination. Ils entrèrent immédiatement dans un souvenir, qui a été progressivement oublié pendant des décennies, enterré sous des compromis et le silence. Il a été organisé en l'honneur de Kwame Nkrumah, le premier président du Ghana et le premier véritable leader panafricain d'Afrique. Et malgré le fait que sa statue était silencieuse ce jour-là, elle rugissait. Pour comprendre pourquoi Accra est devenu le centre de ce mouvement, il faut remonter à plusieurs décennies, pas seulement à quelques semaines, ou mois, lorsque le Ghana était plus qu'une simple nation, c'était un concept. Un exemple concret de ce que l'Afrique postcoloniale pourrait devenir si elle avait le courage de rêver en grand. En 1957, le Ghana est devenu la première nation d'Afrique subsaharienne à se libérer de la domination coloniale britannique. Selon Nkrumah, l'indépendance du Ghana n'aurait de signification que si elle entraînait la libération de tout le continent. Ce n'était pas une exagération rhétorique. C'était une promesse. Il a invité des révolutionnaires de tout le continent. Il a offert une aide financière aux mouvements anticoloniaux en Guinée, au Congo, en Algérie et ailleurs. Son monde idéal comprendrait une voix africaine unifiée sur la scène internationale, une armée commune et des ressources partagées. Mais la fin de la guerre froide, les coups d'État militaires et l'augmentation de la dépendance à l'aide ont mis fin à ce rêve. Le Ghana a échangé, comme beaucoup d'autres. Finalement, son enthousiasme révolutionnaire contre des alliances occidentales et la stabilité économique. Ironiquement, des forces externes, préoccupées par les conséquences d'une Afrique unie sur l'équilibre mondial des pouvoirs, ont contribué au renversement de Nkrumah en 1966. Par la suite, le Ghana continua. De toute façon, il l'a fait. Les gouvernements ont apporté des évolutions. Les politiques ont été ajustées. Le nombre des ambassades étrangères a augmenté. Le rêve qu'Nkrumah évoquait depuis les estrades est finalement devenu une page dans de vieux manuels poussiéreux. Avant cette promenade, la Journée de l'Afrique 2025 représentait plus qu'une simple commémoration de Nkrumah. Ils l'ont ramené à la vie, pas lors d'une fête, pas dans un discours officiel. En vérité, les gens ont choisi leur ville, Accra, comme lieu pour réaffirmer leur engagement envers l'unité africaine. Aucun gouvernement n'a désigné ce jour comme jour de Nkrumah. Aucun politicien ne dirigeait la foule. Il aurait pu cependant ancrer l'esprit de l'événement, fortement indépendant et intrépide panafricain, dans sa main. Il n'était pas mentionné sur les banderoles. Il n'y avait aucune obligation pour vous. Il a fait construire la place Black Star comme un monument pour l'indépendance de l'Afrique. Et chaque pas dans cette direction était un hommage à sa personne. Tel un gardien antique ayant enfin redécouvert son but, l'arc célèbre de la place, couronné d'une seule étoile noire, contemplait la foule. Encore plus frappante était la prise de conscience que l'État n'était pas responsable de la résurgence de l'héritage de Nkrumah. Il est né dans les rues. La jeune génération, dont beaucoup de personnes sont nées après la mort de Nkrumah, évoque sa vision avec l'aide du langage moderne. Coopération économique panafricaine, indépendance vis-à-vis des sources d'aide étrangères, élimination des bases militaires étrangères ainsi qu'une rupture radicale avec les interventions néocoloniales. Un jeune orateur a fait sensation lors de la manifestation avec une déclaration. Nkrumah n'est pas notre ancêtre. Nous présentons sa déclaration incomplète. Cette déclaration était une sorte de prophétie. Le Burkina Faso pourrait être la preuve de la survie du rêve, si le Ghana en était le début. Ce n'était rien d'autre qu'une attente. La symbolique était encore plus complexe. La promenade a commencé au monument de l'unité africaine, qui est normalement un symbole paisible et non exploité.
C'était l'endroit où Nkrumah envisageait un futur quartier général pour la coopération continentale. Ce rêve ne s'est jamais réalisé. Finalement, le siège de l'Union africaine a été construit à Addis Abeba grâce à de grands investissements en provenance de Chine. Ce jour-là, la population est retournée à la source du rêve de Nkrumah. Les gouvernements n'ont pas abordé cette fois-ci le thème de l'unité. Les Africains étaient ceux qui l'ont vécu. Même le choix de la musique reflétait ce retour. Non pas par nostalgie, mais plutôt comme un lien entre le passé et le présent. Des chants ghanéens de l'ère de l'indépendance, des chansons de protestation de Miriam Makeba et des hymnes révolutionnaires de Fela Kuti résonnaient en arrière-plan. Il ne s'agissait pas d'une reconstitution. Il s'agissait d'une extension. Cette suite soulève une question essentielle et provocante. Pourquoi les gouvernements n'ont-ils pas accepté cette unité panafricaine alors que le peuple le fait? Quels facteurs s'opposent à cet état d'esprit lorsqu'il s'agit de le transformer en véritable changement? Insurrections politics? Exactement ce qui était l'objectif de nombreux panneaux et chants ce jour-là est la clé de la solution. L'autorité étrangère. Les conséquences de la colonisation sont restées. Il a simplement changé de vêtements. Pour comprendre comment l'unité de l'Afrique est continuellement menacée, nous devons aller au-delà des symboles et faire face à la réalité troublante de qui contrôle le territoire africain. Lorsque la foule atteignit la place Black Star, ce n'était plus une promenade. Il s'agissait maintenant d'une proclamation. Un appel au monde, qui voit encore l'Afrique comme une région à contrôler, exploiter et plaindre, plutôt que de s'adresser à un président ou à une organisation. Le message était clair et fort, même dans son silence. Le continent africain en a assez de mendier. Le chant n'était pas en rythme. Ils n'ont pas été traités. Démanteler les bases étrangères. En Afrique, il n'y a pas de terrain de jeu. Vos entreprises ne sont pas les propriétaires de notre pays. Ce n'étaient pas que des explosions de sentiments. Ils constituaient des accusations contre la politique. Un continent s'est présenté comme indépendant et a affronté ses anciens maîtres. De plus, les intentions de ces slogans correspondaient à la réalité. Plus de 40 bases militaires étrangères existent sur tout le continent, dont beaucoup sont exploitées par des nations qui ont colonisé ou asservi les Africains dans le passé. Ces installations sont réparties sur la carte comme des cicatrices, des Français au Sahel aux Américains à Djibouti, en passant par les bases secrètes de drones occidentaux en Afrique centrale. Non élus, non invité par le public et rarement tenu responsable. Les gens qui se promenaient à Accra le savaient. Certains vivaient près de ces bases. D'autres avaient remarqué qu'ils se liaient souvent à la mystérieuse et permanente révolte. Des dirigeants qui agissent davantage comme des ambassadeurs étrangers que comme des gardiens nationaux, ou des ressources qui ne semblaient jamais aider les locaux. De plus, il existe également l'aspect monétaire. Les affiches ne servaient pas seulement à critiquer le pouvoir militaire. Ils critiquaient les initiatives d'aide, les accords commerciaux et les banques qui semblent hors de contrôle. Nos minéraux étaient inscrits sur plusieurs panneaux. Nos directives, d'autres poursuivaient de leur chemin. Nous allons nous développer sans soutien, même si cela signifie que nous paraîtrons comme des mendiants. Il n'y avait pas de malentendu ici. Ces Africains en avaient assez que des contrats, n'ayant que des conséquences nationales, soient rédigés en langues étrangères. Ce n'était pas de l'idéalisme, c'était planifié. On a dit à l'Afrique pendant longtemps que l'indépendance n'était pas réaliste. Pour ce développement, des alliances multinationales, des infrastructures financées par la dette et des investissements directs étrangers sont indispensables. Que cela a-t-il cependant provoqué? Des routes qui mènent aux mines et non aux marchés. Dans les hôpitaux, il manque toujours des médicaments. En raison du taux élevé de chômage des jeunes, les villes pourraient s'effondrer. Tout dirigeant africain qui osait cependant rejeter ces conditions, comme Ibrahim Traoré, Patrice Lumumba ou Thomas Sankara, était qualifié de radical, de militant ou de menace pour la stabilité. Bien sûr, la stabilité est un mot-code pour l'exercice continu du contrôle étranger. La promenade s'y est opposée. Seule une partie de cela était anti-impérialiste. Post-imperial. Il s'agissait d'un terme. Il n'y avait pas d'appel à l'Occident pour demander pardon. Cela représentait un défi pour le continent de ne plus en demander une. Parce que ce message a été transmis par des personnes qui n'ont tiré aucun avantage personnel de leur participation. Il était plus efficace que des discours lors de conférences internationales ou de sommets de l'UA. Pas d'illustration. Pas d'interview avec les médias. Passe de fric.
Seulement de la conviction. D'autres apportaient des histoires. Mais beaucoup apportaient des pancartes. Une femme du Niger se tenait silencieusement avec un seul portrait à la main. Lors d'une prétendue opération de contre-insurrection, soutenue par des conseillers étrangers, son frère, un agriculteur, a été tué. Il n'y a jamais eu de presse. La justice n'est jamais venue. Mais enfin, elle avait beaucoup de monde sur cette place. D'autres ont décrit comment les forêts ont été défrichées pour faire place à des entreprises agricoles qui expédient les produits en Europe, tandis que les habitants meurent de faim. Comment les villages ont été inondés par les eaux usées des mines et comment les écoles ont été remplacées par le remboursement de la dette. L'ensemble de l'incident a révélé quelque chose que le monde continue de nier. Les Afrikaners sont pleinement conscients de leur situation. En termes simples, ils n'ont pas toujours les moyens de l'exprimer. Cependant, ils ont fait les leurs à Accra. Ce qui a vraiment étonné les observateurs, en particulier ceux d'autres pays, c'était de la bonne coordination de l'ambiance malgré l'absence d'une autorité centrale. Des échos du même message ont inondé les réseaux sociaux de Lagos à Kampala. Tu n'es pas un cas de charité en Afrique. Nous ne sommes pas votre zone tampon. Nous ne sommes pas ton expérience. Personne n'a attendu d'autorisation officielle. C'était de l'idée. De plus, ce refus d'approbation n'est pas seulement idéologique, c'est utile. L'Afrique doit repenser son rôle dans le monde en raison de la diminution de l'aide étrangère, des marchés mondiaux tournés vers l'intérieur et des pressions climatiques croissantes. Cela provoque de la panique chez certaines personnes. Cependant, cela offre une opportunité à ceux qui ont participé à la marche à Accra. La possibilité de se rétablir en faisant ce que Traoré a commencé à oser. Au lieu d'imiter l'Occident, règne sans te soucier d'être seul. Traoré est-il cependant un loup solitaire parmi les lions ou le premier d'une nouvelle vague? Qu'est-ce qui transforme cette énergie en quelque chose de plus qu'une marche? Dites-nous dans les commentaires comment cela devient un mouvement qui ne peut être acheté, ignoré ou détruit. Êtes-vous intéressé par d'autres vidéos similaires à celle-ci? Si c'est le cas, cliquez sur l'icône de cloche à côté et abonnez-vous à notre chaîne. Nous avons décidé de produire des vidéos sur un sujet dont personne ne parle. L'histoire, la culture et la civilisation des Noirs, ainsi que des preuves de leur gloire. Merci de nous avoir regardés. Et rejoignez-nous pour la prochaine vidéo.